quand je discute de vintage rides avec des amis, avec des connaissances, beaucoup de gens me disent « Je suis pas motard. En fait, à la base, j'aimais pas trop la moto, j'aime pas trop l'image de la moto. Mais quand je vois ton site, ça me donne envie de passer le permis moto et de partir à l'aventure. » Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier aujourd'hui avec Alexandre Zurcher, le fondateur de Vintage Rides. Salut Alexandre, ça va ? Salut Laurent, ça va bien ? Merci de me recevoir. Mais je t'en prie, bienvenue à toi. Ça fait longtemps que j'ai envie de te recevoir et tu as enfin accepté l'invitation. On est en avril 2021, au milieu, vers la fin, j'imagine, du Covid. Je t'avais invité il y a quelques mois, tu m'as dit « Attends, je préfère attendre, on ne sait pas comment est la situation ». Mais tu as enfin accepté cette invitation. Je suis très heureux. On s'est repris en fait sur cette intro que j'avais commencé, mais je me suis relancé parce que j'étais pas sûr de la prononciation de Zurcher, mais il m'a dit Alexandre que j'avais juste. Et du coup, en fait, je lui ai posé une question toute bête. Est-ce que tu es alsacien ? Il m'a dit oui. Alexandre est de Schiltigheim, moi je suis de Strasbourg. Ça nous fait un autre point commun. Un autre, parce que le point commun principal, c'est qu'on aime bien la moto. Vintage Rise, je le dis avec mes mots, c'est une agence de voyage à moto en mode road trip qui vous permet d'aller parcourir et découvrir des contrées à l'autre bout du monde. C'est une boîte que tu as lancée en 2006 en Inde. Ouais, exactement. Que tu viens de rapatrier en 2019 en France. Sujet de pilotage, de gestion d'entreprise intéressant que tu nous raconteras. Ça fait très très longtemps que je te connais. Et toi, ça fait longtemps que tu connais mon papa, que j'embrasse, qui n'écoute pas de podcast, mais je suis certain que celui-ci sera le premier qui l'écoutera. Mon papa Danny, qui est client de Vintage Rides et qui a fait 6 ou 7 voyages avec vous. Il a été en Odisha, il a été au Ladakh, il a été en Uttar Pradesh, il a été au Kerala pour l'Inde. Il a aussi testé d'autres destinations que vous avez lancées. Il a été en Thaïlande. Alors la Thaïlande, je crois que c'est une filiale, une succursale ? Ouais, exactement. Alors, Et il a été aussi au Sri Lanka, qui là est une franchise. C'est ça ? Alors, on a pas mal évolué sur notre business model en termes de... Bon, là, on rentre dans le vif du modèle Je terminerai mon organisationnel. Mon intro après, quoi. En Thaïlande, on a une filiale. Au Sri Lanka, on a un partenariat opérationnel avec un partenaire local. Intéressant. On creusera ces sujets. Tu as lancé la boîte en 2006 et depuis, en fait, et c'est un peu le sujet qui sera sous-jacent pour cet épisode, depuis, tu essayes d'élargir une niche parce que partir à l'autre bout du monde, faire de la moto sur des Royal Enfield au milieu de l'Himalaya, c'est quand même un truc assez niche avec des potes, avec des copains ou en rencontrant des motards. Et en général, les motards sont plutôt cool. C'est quand même un truc assez niche. Et du coup, toi, ton enjeu depuis le début, c'est d'élargir cette niche. Et il y a un autre enjeu qui est la scalabilité. Comment tu fais pour grossir une boîte qui est quand même assez très humaine, très locale. Il faut connaître le moindre petit chemin au sud de l'Inde, au Sri Lanka, en Thaïlande, pour pouvoir l'offrir et proposer la meilleure expérience à des clients au final en France. Comment est-ce que tu passes d'une petite boîte artisanale, très humaine, à quelque chose de scalable qui fait aujourd'hui plus de 5 millions d'euros de CA en 2019 avant le Covid, avec jusqu'à une quarantaine de salariés, de collaborateurs, en plus des guides qui travaillent avec vous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour grandir, pour partir de zéro et arriver à ça ? Surtout que tu es autofinancé depuis le début. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est formidable. Tu as lancé la boîte à 20 ans en Inde. Voilà, c'est les sujets que j'ai envie de creuser. Il y a d'autres sujets que je vais te trouver intéressants. C'est justement sur cette partie scalabilité. Comment est-ce que tu fais pour t'élargir, pour grandir à de nouvelles régions, à de nouveaux pays à travers le monde, via, comme tu l'as dit, soit des partenariats, soit des succursales ou des boîtes en propre. Et enfin, dernier sujet qu'on abordera,
c'est tout ce qui est pilotage d'entreprise. Tu as fondé la boîte seul, tu as fait rentrer un associé que tu as ensuite, à qui tu as racheté des parts, avec qui tu t'entends super bien. J'aimerais comprendre pourquoi, comment. Tu as travaillé sur le why pendant le Covid. Un sujet hyper important, le Covid. Comment est-ce qu'on vit le passage d'une boîte qui fait 5 millions de CA, ça fait 400 000 euros par mois, à 0 du jour au lendemain. Ça doit être juste c'est une expérience effrayant, quoi, au bord de la falaise. Bref, tu nous parleras de tout ça. Alexandre, merci infiniment, mais je commence peut-être par d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue. Merci à toi. Et très heureux de vous retrouver, chers auditeurs. Je commence par une question un peu en dehors des clous, mais qui nous permettra d'entrer dans le vif du sujet. On est en 2021, on parle d'environnement, il y a des nouvelles voitures électriques de toutes les grandes marques qui sont annoncées chaque jour. Avoir une activité qui est liée à la moto en 2021, est-ce que c'est un enjeu ? Ouais, je pense que c'est un vrai enjeu et on y réfléchit beaucoup en interne chez Vintage Rides et on est vraiment à la frontière, je pense, de deux tendances sociétales qui étaient déjà présentes avant le Covid mais qui sont amplifiées, je pense, avec la crise du Covid, ou en tout cas, Covid a donné une forme de mégaphone un peu à ces deux tendances. La première qui est extrêmement positive pour nous, c'est que la moto et le vintage, ça fait écho à des notions de liberté, d'expérience forte, de prise de risque mesurée, hein, mais qui sont très aspirationnelles pour un maximum de gens. Quoi. Tu vois, aujourd'hui, on voit des bécanes dans des pubs de parfum, quoi. De plus en plus, la moto, c'est quand même synonyme de liberté, d'aventure, d'évasion. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dont on a tous envie, quoi, après le Covid. Et en même temps, la moto, c'est malheureusement trop souvent perçu par le grand public comme un engin bruyant, dérangeant, comme quelque chose qui est là pour chercher des sensations fortes, pour faire de la vitesse. Et je pense que Vintage Rides, on a un rôle à jouer aussi pour véhiculer une autre image de la moto, une vision plus douce de la moto. D'ailleurs, on travaille que sur des Royal Enfield, c'est des petites motos qui d'ailleurs polluent peu, qui sont charmantes, qui ont une image vintage. Et nous, on utilise ces motos pour partir à l'aventure. Donc, je considère que c'est un objectif qui est très noble et qui apporte beaucoup de choses. Et donc, réduire la moto à un engin bruyant qui pollue, ouais, je trouve ça dommage. Je comprends le sujet, je trouve ça dommage, et je pense que Vintage Rides, on a un rôle à jouer pour faire évoluer cette image de la moto. Intéressant. Alors, c'est une moto qui est intéressante. Je fais juste une parenthèse, mais je suis un peu motard. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne le sont pas, la Royal Enfield est une moto créée par les Anglais à l'époque où l'Inde était était anglaise, et dont la production et même la marque a été laissée aux Indiens, c'est ça, en Inde, et elle continue d'être produite. Et aujourd'hui, les Royal Enfield, c'est une espèce de tracteur increvable, hyper charmant, monocylindre, ça veut dire que ça pétarade. C'est une moto qui est vraiment charmante, quoi, attachante. C'est une moto très attachante. Alors, ouais, c'est ça. La marque c'est aujourd'hui, du coup, la plus vieille marque de moto du monde. Ouais, du monde, quoi, okay. qui est encore en activité, qui a passé qui a plus de 120 ans maintenant. Effectivement, créée par les Anglais. Dans les années 70, en fait, énormément de marques de moto anglaises, européennes ont fait faillite à cause de la concurrence des Japonaises. Sauf que, effectivement, les Indiens avaient acheté les droits de production de la Royal Enfield, d'un bon vieux monocylindre 350 en Inde, et produisait effectivement un espèce de tracteur sur le modèle, mais inchangé d'une moto des années 50, depuis la fin des années 50, et l'a fait sans discontinuer jusqu'au début des années 90. Dans les années 90, les Indiens rachètent la marque Royal Enfield. Avant, ça s'appelait Enfield India. Okay. Et ils ont commencé petit à petit à moderniser leurs motos. Donc ça reste des motos charmantes, mais c'est un petit peu moins des vieux tracteurs. Oui, ok, pardon pour vieux tracteurs. Avant de revenir sur la genèse, parce que c'est quand même intéressant, tu as créé ça en 2006, à 20 ans en Inde. C'est quoi Vintage Rides et c'est quoi le modèle d'un road trip en moto Alors, nous, on est une agence de voyage à moto, comme tu l'as très bien dit. On propose à des motards, parce qu'il faut le permis moto pour venir chez nous, de se rendre dans un de nos pays. Donc, c'est principalement des destinations exotiques, ou en tout cas des destinations aventure. Combien de pays aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 15 pays. 15 ? Ok. Ouais, 15 destinations. Il y en a une petite dizaine en Asie. Donc, on a commencé en Inde. La moitié de notre activité
pré-Covid était sur l'Inde. Après, on a des belles destinations en Asie. La Mongolie, ça marche très bien. L'Indonésie, l'Asie du Sud-Est. Donc l'Asie. L'Afrique, là, on a lancé récemment le Rwanda et on est très fiers de ce lancement, très heureux de notre partenariat local là-bas avec un gars qui s'appelle Rudy, qui est un mec incroyable. Et donc, on a vraiment surpris notre communauté qui nous l'a bien rendu, qui a voulu, qui a vraiment. Le voyage au Rwanda a cartonné. Afrique du Sud, Maroc, le Pérou en Amérique du Sud, et puis maintenant la France et la Sardaigne en Europe. Donc une quinzaine de destinations. Et le modèle, en fait, c'est tu arrives à destination. Donc nous, on s'occupe pas de l'aérien. Et là, on te prend en charge de A à Z jusqu'à la fin pendant tout ton séjour, toute ton aventure. On vient te chercher à l'aéroport. Tous les hébergements sont réservés sur le parcours, l'itinéraire est prévu et on fonctionne avec un accompagnateur moto qui le plus souvent est devant le groupe, en petit groupe. Tu as une assistance logistique. C'est quoi un petit groupe ? C'est une dizaine de motards. Voilà, une dizaine de motards. Tu as donc l'accompagnateur moto devant, l'assistance mécanique derrière, donc c'est souvent un mécanicien et un chauffeur dans un véhicule climatisé qui permet aussi aux éventuels passagères d'alterner entre le siège de la moto, le siège passager ou le confort du véhicule. Il y a beaucoup de passagères ? Ouais, on a à peu près 20% de duo sur nos voyages, donc c'est pas la majorité. 20%, ça veut dire que sur 10 participants, enfin sur 10 motos, il y en a 2 qui ont... Ouais, exactement. Ça veut dire, okay. Alors après, on a une offre, disons qu'on a différents types de voyages qui s'adressent à différents types de motards ou plutôt à différentes envies en fonction du moment. On a donc toujours sur cette formule pour bien expliquer les choses, un guide devant, une assistance mécanique derrière, petit groupe, itinéraire vraiment hors des sentiers battus et des hôtels de charme à l'étape qui sont le plus souvent, on essaye d'avoir des hôtels qui s'intègrent bien soit dans les paysages, soit qui font partie un petit peu de l'histoire du pays, tu vois, comme au Rajasthan par exemple, des vieilles havélis qui étaient les maisons des riches commerçants, etc., pour que même l'étape hôtelière entre guillemets fasse partie du voyage et soit une expérience forte. Donc ça, c'est le concept et il se décline en différentes gammes entre guillemets qui peuvent correspondre à différentes envies. Donc tu as avant tout, disons peut-être ce qui nous a fait connaître, les raids d'aventure où là vraiment on va rouler 6 à 7 heures par jour. Sur tous nos voyages, je le dis tout le temps, les imprévus font partie du voyage, mais sur les raids d'aventure, c'est prépondérant. On peut dormir dans des endroits très modestes puisqu'on va souvent loin des grands axes, très loin des grands axes. Un de nos raids d'aventure les plus populaires, c'est la Trans-Himalayenne. On traverse la chaîne de l'Himalaya du nord vers le sud. Et forcément, quand on te dit... en restant en Inde ? En restant en Inde, ouais. Quand on te dit on va rouler sur la route la plus haute du monde, à 5600 mètres d'altitude, on est quand même 1000 mètres au-dessus du Mont Blanc, tu vois, qu'on va traverser la chaîne de l'Himalaya. C'est du côté du Kardungla ? C'est le Kardungla. Ouais, c'est ça. J'y suis passé en moto, en voiture, moi. Bah voilà, donc c'est au Ladakh, en Inde. Tu te dis qu'il peut y avoir des imprévus, quoi. Donc les raids d'aventure, c'est pour des riders qui ont vraiment envie d'une forme de dépassement de soi, pas forcément lié à la technicité des routes, même si ça peut être casse-gueule. Et au prix ? Pas forcément lié au prix ou lié au prix ? Est-ce que c'est moins cher un raid d'aventure où tu as moins de confort ou non, pas forcément, parce que souvent, en fait, la logistique qu'il faut mettre en place sur ces destinations compense le fait que éventuellement l'hôtellerie est moins chère, et encore, parce que la rareté fait aussi le prix de l'hôtellerie. C'est-à-dire que quand tu vas chercher une yourte en Mongolie ou une tente à 4500 mètres d'altitude, pour entretenir ces campements, les locaux ont des frais qui sont très importants. Parce que amener de la nourriture à 4500, ça coûte cher. Avoir de l'eau chaude au fin fond d'une yourte en Mongolie, ça coûte cher. Et vu qu'il y a peu d'offres, c'est la règle de l'offre et de la demande, quoi. Donc un raid d'aventure n'est pas forcément moins cher qu'une rando découverte, au contraire. Quel type de clientèle ? Quel type de client... C'est qui ton persona ou ton client type ? On a différents clients types. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous le permis moto. Après, ils l'ont depuis pas forcément le même nombre d'années. T'as une stat là-dessus ? C'est marrant, tu tires des... On n'a pas de stat arrêtée. Maintenant, on connaît assez bien notre communauté parce que voilà, on les guide, on passe du temps avec eux au téléphone quand on leur vend la prestation, le voyage. On a des motards passionnés depuis toujours qui veulent vraiment, qui cherchent une expérience très forte et vraiment qui changent. Donc ça, c'est une partie de la clientèle. On a aussi des gens qui passent le permis moto pour venir avec nous. Donc ça, on en est vraiment très très content parce que ça colle vraiment à notre mission.
On a pas mal travaillé sur le why et tout pendant le Covid et on s'est donné pour mission d'inciter un maximum de gens à partir à l'aventure parce que pour nous, la définition de l'aventure, c'est vraiment partir vers l'inconnu et en ressortir grandi. Et en fait, on s'est aperçu avec les années, moi je m'en suis vraiment aperçu quand je discute de vintage rides avec des amis, avec des connaissances, beaucoup de gens me disent « Je suis pas motard, en fait à la base j'aimais pas trop la moto, j'aime pas trop l'image de la moto, mais quand je vois ton site, ça me donne envie de passer le permis moto et de partir à l'aventure. » Et là, tu dis que tu as gagné le pari, quoi. Ouais, on se dit qu'on a gagné le pari. Quand on entend ça, on est super content. Et donc, il y a des gens qui passent le permis moto pour venir avec nous. Donc, finalement, la cible, elle est très large sur tout type de motard, quoi. Des gens qui roulent depuis toujours, des gens qui ont un niveau très technique à moto, mais ces gens-là, on leur dit faut pas venir chez nous pour chercher de la technique. Nous, on est sur une petite moto, on roule cool, on roule à 40-50 km/h. L'objectif chez Vintage, c'est d'aller dans des endroits incroyables, de se faire des potes sur le voyage, de faire des rencontres avec les populations locales. Donc, venez pour l'aventure humaine, pour l'aventure au sens noble du terme, quoi, la découverte. Mais pas pour le pilotage technique, quoi. C'est pas du tout le positionnement vintage. Et puis il y a des gens qui au contraire ont un niveau moto intermédiaire, qui viennent chez nous, c'est un vrai dépassement. Alors ils vont peut-être pas sur un raid d'aventure, mais plutôt sur une rando découverte. On roule un petit peu moins, où les hébergements sont un peu plus confortables. Et puis on a à l'autre extrême de la gamme des voyages qu'on appelle chic et charme, où là, tu roules 4 heures par jour, tu dors dans des palais de Maharaja à l'étape. C'est idéal pour les duos ou les gens qui ont envie de vacances un peu cool, mais quand même de rouler à moto. Et on retrouve toujours quand même ces ingrédients d'aventure, de rencontre, de partage. Je reviens sur la question que je te posais au début, mais je pense que c'est clairement dans l'air du temps. Il y a quelques années, je sais que je jouais avec l'idée de... C'est de l'anglais ça, mais je jouais avec l'idée, avec une copine, de lancer un espèce de... Koh-Lanta ou Survivor, mais version luxe pour des petits Parisiens qui avaient envie de se confronter à des difficultés, tu vois. Et je pense que aller vendre un peu d'aventure, un peu d'air à l'autre bout du monde en moto, clairement, je pense que c'est dans l'air du temps. Et d'ailleurs, c'est un marché qui évolue. Hein. Il y a plusieurs acteurs qui existent, mais ok, hyper intéressant. Qu'est-ce qui se passe en 2006 alors, t'étais où quand tu te lances? À New Delhi? Alors ouais, moi j'étais à New Delhi depuis 1 an, en 2006. La boîte, alors t'as dit tout à l'heure que je l'avais montée seule. Alors, en fait, dès le début, j'avais un associé. Autant pour moi. Mais pas de souci. Mais sauf que c'est pas l'associé avec qui j'ai fait 10 ans par la suite. Donc moi, je suis arrivé en Inde en 2005, en l'été 2005. Pourquoi? Parce que j'étais étudiant en France et dans le cadre de mon cursus universitaire, on devait tous faire 1 année à l'étranger. Okay. Et moi, j'avais la chance déjà de grandir, de passer mon adolescence à l'étranger, en République tchèque, à Prague. Et j'avais le sentiment d'avoir connu l'étranger proche. Et on devait tous partir à l'étranger. Et je me suis dit, bon, soit je fais un stage, soit je vais en université. Et puis après, les mondes qui s'ouvrent à nous, quoi. 19 piges, tu te dis, putain, où est-ce que je peux aller? Et je me suis dit, je connais l'étranger proche. Pour faire un stage, j'aurai toute ma vie d'adulte pour aller bosser. Là, j'ai juste envie de grandir, de découvrir les trucs les plus éloignés possibles de ma culture et voir comment est-ce que je réagis à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir en Inde. Je suis parti 1 an à l'université en Inde, à New Delhi, dans une université qui s'appelle Nehru University. Et je cherchais en fait à être confronté à un maximum de différences. Et donc, je me suis installé sur le campus. Je partageais une piole dans un vieux hostel avec de l'eau 2 heures par jour. Mais moi, j'étais bien là-bas, quoi. C'était la liberté à fond. J'étais super heureux. Mais je cherchais encore plus, quoi. Et pour tout te dire, j'étais jamais monté sur un 2 roues motorisé de ma vie, quoi. Sauf une fois en passager. Je me suis dit, putain, c'est vachement dangereux, quoi. C'est pas du tout fait pour moi, tu vois. Surtout en Inde. Et alors, j'étais pas encore... C'était en France. Et puis justement, en Inde, je monte derrière une moto dans les montagnes aux alentours de Jaipur, une ville du Rajasthan. Et là, je me suis dit, mais j'avais rien compris. La moto, c'est pas du tout la vitesse, la prise d'angle, la performance. C'est juste la liberté, le voyage... Et les perspectives de découverte et de rencontre que ça engendre, c'est juste incroyable. Et ça a complètement changé ma perspective de la bécane et ça a surtout changé mon année en Inde parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça le truc. J'achète une moto, j'apprends à faire de la moto, je fais le tour de l'Inde à moto.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon tout premier associé qui s'appelle Sanjay Wattal, qui est un Indien, parce que je cherchais une moto à acheter, je savais pas du tout quoi acheter. Et le mec, il faisait partie d'un club de moto Royal Enfield, il voyageait à fond, on se rencontre autour d'une bière, et puis il me dit mais j'ai une moto à vendre, quoi. Et ce qu'il faut que tu achètes, c'est ça, parce que c'est la moto pour voyager en Inde, c'est la Royal Enfield. Et ben, je lui dis, allez, tape là, j'achète ta bécane, je fais le tour de l'Inde à moto. Et donc voilà comment ça a commencé. J'ai traversé toute l'Inde du Sud. Après, on a fait des bouts de Rajasthan. Puis à la fin de cette année-là, avec Sanjay, on s'est dit, quand moi j'avais l'option de rentrer en fait à moto en France, je voulais faire la route Delhi-Paris à moto, où tu passes par le Pakistan, l'Iran, la Turquie. Il y a une partie de la route tu rejoins assez rapidement la route de la soie, non? Ouais, c'est une des routes de la soie, quoi, tu vois. Et en fait, donc j'avais cette option-là qui me faisait très envie. Et puis on s'est dit, mais il y a une autre option, c'est on traverse l'Himalaya ensemble à moto. Et si on y arrive avec les moyens du bord, on lance une agence de voyage à moto pour partager, en fait, moi c'était pour partager ce que j'ai vécu pendant un an avec un maximum de gens, parce que clairement, ça m'a changé la vie, quoi. Et on a choisi l'option Himalaya. Ok, j'aimerais comprendre du coup quelles sont les premières étapes de cette création d'entreprise. Donc tu commences par un parcours, c'est ça? Tu repères comment est-ce qu'on crée un nouveau parcours? Ah bah alors, il y a deux questions. La première étape, nous, c'était très pragmatique et quoi, je sais pas justement, c'était très pragmatique, mais très naïf. On s'est dit, pour créer une boîte, faut créer une boîte. Donc, on allait voir un expert comptable. On a fait le tour des économies en Inde. Moi, j'avais fait. Tu peux créer une boîte en tant que Français en Inde? Tu peux tout à fait créer une boîte en tant que Français en Inde. Il faut un associé local majoritaire ou même pas? Pas forcément. Okay. Bon là, en l'occurrence, j'avais un associé indien, mais après, j'ai eu pendant 10 ans un associé français, dont on reparlera, je pense, par la suite. Et donc, on allait voir un expert comptable et on a créé la boîte, quoi. Et moi, j'étais super content. Je me suis dit, top, j'ai créé une boîte. Alors évidemment, c'était à refaire. Je pense qu'il faut d'abord aboutir un peu le concept, mais j'avais rien. Non, mais quoi. 2006 versus 2021, c'est vrai que les perspectives d'entrepreneuriat ont changé, surtout les habitudes. Ouais. Tu crées ta landing, tu mets un peu d'AdWords, tu vois si tu as des demandes, ensuite tu vas. Ouais, déjà. Et puis surtout, moi, j'y connaissais rien. Puis à l'époque, tu vois, 2006, honnêtement, au sein des universités et tout, tu trouvais pas beaucoup d'entrepreneurs, pas beaucoup d'étudiants entrepreneurs, quoi. Bon, bref, moi, j'ai fait ça complètement instinctivement. Puis avec mon associé indien, on s'est dit, bon, allez, on crée la boîte. Donc, c'était ça surtout la première étape. Aller voir l'expert comptable, quoi. Après, pour répondre à ta deuxième question, pour créer des parcours, on a évidemment beaucoup évolué là-dessus. Aujourd'hui, c'est énormément de travail préparatoire en amont. Travail avec des professionnels touristiques locaux, des agences locales qui maîtrisent les lieux, qui maîtrisent notamment toutes les problématiques d'hôtellerie, de transport, de légalité locale. Donc ça, c'est la partie, disons, un peu facile et conventionnelle du tourisme. Donc, mais ça se travaille. Bon, évidemment, les guides de voyage, etc., les documentaires. Bon, ça semble évident, mais voilà, il faut le souligner, ça fait partie du métier. C'est d'ailleurs une partie sympa du métier, évidemment. Et après, il y a la partie plus technique, qui est la partie moto. Et donc là, il y a vraiment une grosse partie législation. Il faut bien comprendre comment fonctionne le système, quoi, le droit en termes d'assurance, le droit en termes de location moto locale. Et vu qu'on va dans des pays exotiques pour offrir un maximum d'aventures, c'est les pays dans lesquels il est le plus difficile d'avoir accès à l'information. Donc ça fait partie des challenges, mais c'est des challenges qu'on aime relever et qu'on sait relever. Et après, il y a la partie itinéraire moto. Donc là, on bosse en amont sur des images satellites, sur des cartes locales pour vraiment identifier un mix de petites routes secondaires et de pistes, mais qui restent accessibles pour nos riders pour offrir une aventure à l'ancienne comme on les aime et comme on aime le proposer chez Vintage. Et une fois que l'itinéraire théorique est abouti, une fois que sur cet itinéraire théorique, on a un ensemble d'offres touristiques plus conventionnelles, donc hébergement, activités, etc. On va valider notre projet sur le terrain et qui en général n'est pas qu'une validation, c'est beaucoup de changements parce que le gros du sujet, c'est évidemment l'offre hôtelière, etc. Mais surtout la piste, la qualité de la route qu'on va trouver pour offrir une expérience qui soit en adéquation avec la gamme dans laquelle on veut placer le voyage qu'on est en train de développer. Et pour combien de temps ça prend de faire un trajet de 5 jours dans l'Himalaya ou 7 jours, j'en sais rien. On va plutôt peut-être partir sur 15 jours. Alors l'Himalaya, oui, c'est particulier, mais il faut combien de temps pour... Je pense qu'il faut, entre les différents repérages, si on est bien organisé en amont, bien organisé en aval, il faut à peu près le double du temps sur le terrain
pour Donc, bien tu vas passer aboutir. un trajet de 5, tu vas passer 10 jours, un trajet de 12, Ouais, presque un mois. Tu peux y passer presque un mois, ouais, à exactement. faire des allers-retours, des routes, Alors, tester des nouvelles ouais. destinations, c'est ça? Alors après, ça peut être même plus. Là, tu vois, c'était pendant le Covid, on a décidé de lancer la France plus tôt que ce qu'on avait prévu. La France faisait partie de nos objectifs de développement. Mais là, forcément, le Covid a... En Royal, toujours? Toujours en Royal. Ok, Le Covid a un petit peu accéléré le projet. Et en France, ce qu'on voulait, c'était garder notre ADN d'aventure. Et donc, on a investi dans une flotte d'Himalayan, c'est des petits motos tout-terrain, accessibles, toujours dans l'esprit des Royal. Et donc, on a fait des repérages en France, on a cherché du chemin. Et en fait, on s'est aperçu qu'en France, dans beaucoup de pays où on voyage, le chemin est accessible et facile. Parce que le chemin en Inde, le chemin en Afrique, c'est une route que les gens prennent avec une voiture, que les gens prennent avec un Vespa, pourri, déglingué, et ça passe. Donc, à moto, ça passe. En France, le chemin, personne ne le prend, à part les VTT, etc. Donc en fait, en France, quand tu fais ton repérage, que tu as identifié tes chemins, tu te retrouves facilement sur ce qu'on a dû catégoriser. Piste verte, piste bleue, piste rouge et piste noire. Ok, Et d'accord. tout le monde n'a pas le niveau pour prendre de la piste noire. Donc du coup, on s'est aperçu que pour créer un itinéraire sympa, aventure en France, il y a encore plus de boulot paradoxalement, en tout cas de terrain, que dans d'autres destinations au bout du monde, quoi. 2006, tu te dis avec Sanjay, ton associé, que vous allez vous lancer, vous faites un repérage, vous traversez l'Himalaya, vous prenez des renseignements d'un point de vue légal, assurance, juridique, on va dire. Ensuite, Ensuite, moi, je rentre en France. J'étais en 3e année d'études, en fait, à cette époque-là. ok. Donc, je finis ma 3e année. Et suite à ça, j'ai refait 3 ans d'études. Et donc, en fait, pendant 3 ans, j'étais entrepreneur et étudiant. Et je faisais des allers-retours très réguliers avec l'Inde. Et donc, pendant cette, donc là, c'était l'année 2006-2007. Je rentre en France. Je reprends mes études à Lille. C'était ma 4e année. Et là, en fait, je commence à axer toutes mes études sur le business. Donc, j'étais en relations internationales avant. Je passe en économie-finance. J'essaye de tous les stages. En parallèle de la gestion de ta boîte. En parallèle de la Ouais. gestion de la boîte. Alors, au début, faut être honnête, c'était un bout de papier. Mais donc, du coup, je prends un séminaire entrepreneuriat où il y a des copains d'école qui bossent sur la boîte. Et en fait, on a abouti le concept. On a surtout fait du marketing direct. Donc j'ai trouvé comme ça 2-3 groupes de riders intéressés, notamment des potes de mes parents, tu vois. J'ai tapé à toutes les portes. On est aussi, j'ai imprimé des flyers, tu vois. Genre j'avais fait tourner l'imprimante de la fac pour faire des flyers en noir et blanc que j'avais découpés au ciseau pour aller sur l'Enduro du Touquet, qui est un gros événement moto dans le nord de la France. Mais surtout, on avait fait cette étude de marché qui montrait que 75% des motards préféraient partir avec une agence spécialisée. Et le deuxième truc, c'est que 62% des motards interrogés étaient quand même intéressés par notre concept. Et pourtant, paradoxalement, aujourd'hui, le marché du voyage à moto et notamment en Royal Enfield, c'est bien développé sur les 15 dernières années. Mais à l'époque, c'était rien. Et puis dire aux gens, les motards qui voyageaient le faisaient en Europe avec leur moto ou partaient aux États-Unis en Harley. Mais sur le reste du monde, c'était anecdotique. Et alors en Inde, en Royal Enfield... Alors là, c'est quand on parlait aux gens, c'était comme leur dire ça vous dirait d'aller faire de la moto sur la Lune, quoi. Je disais quoi, Royal Enfield, déjà ça pète, ça pue, ça pisse de l'huile, on va pas faire 100 km. Et en Inde, je vais me prendre une vache, je vais me prendre un camion. Donc on avait énormément de pédagogie. Et en même temps, quand on faisait l'étude de marché, on s'apercevait que les gens étaient curieux, machin. Mais voilà, dans le mix, il y avait ce concept, on veut une agence spécialisée. Ça tombe bien, on était une agence spécialisée. On commençait à avoir quelques groupes intéressés qui voulaient partir avec nous. Sauf qu'en parallèle, moi, je m'apercevais qu'avec mon associé indien, qui était un pote, qui est resté un pote, ça allait être compliqué parce qu'il n'avait pas du tout la même vision de ce qu'attendaient les riders européens. Sauf que dans la répartition des rôles, moi, j'étais de retour en France, je devais faire la com et Tu devais vendre. je devais vendre, quoi. Et lui devait gérer.
Et lui l'opérationnel. devait gérer sur la logistique, etc. Okay. Et on n'avait pas du tout la même vision de l'attente en fait d'un rider français, par rapport à l'hôtellerie, par rapport au tracé. Donc ça, c'était un sujet. Donc je me suis dit bon, j'ai envie de continuer l'aventure, mais je pense qu'on va devoir se séparer maintenant que c'est le tout début parce que ce sera compliqué par la suite. Et j'en ai parlé, ça s'est super bien passé. Il m'a dit écoute, pas de souci, juste tu trouves quelqu'un qui est d'accord de racheter mes parts au nominal, quoi. Donc ça s'est très bien passé. Et à côté de ça, il y avait Alex Lebehan, qui a été mon associé pendant 10 ans. Attends, juste un truc. Ah ouais. Au moment où tu lui rachètes tes parts, t'as déjà vendu tes premiers tours ou pas encore? Parce que c'est pas vendu, mais tout comme. C'est-à-dire qu'on a 2 groupes qui sont prêts à partir, quoi. Donc il faut leur organiser le voyage. Ouais, il faut leur organiser le voyage. Parce qu'aujourd'hui, le modèle, c'est que tu as des dates de départ et tu te greffes à un groupe où tu vas avec ton groupe à une date de départ. Ouais. À l'époque, du coup, tu leur dis juste, je suis prêt. Ouais. Ça ouais. En fait, il y avait déjà des circuits, mais sauf que je les avais pré-vendus à des groupes constitués. Okay. Des groupes de potes. Okay. Aujourd'hui, c'est vrai que 70% de notre business, c'est des gens qui se greffent sur un départ préexistant. Et d'ailleurs, c'est une des clés, je pense, de notre activité, c'est que une de nos valeurs fortes, c'est le partage. Partage, rencontre. Donc rencontre avec les locaux, évidemment. Rencontre aussi avec d'autres passionnés. Et partage autour de cette passion. Du voyage, de l'aventure et de la moto. T'étais en stress pour le premier groupe? T'es venu en Inde, tu les as accompagnés, comment ça s'est passé? Alors, tu te souviens de ce premier groupe qui est parti? Alors, pour ça, c'est important que je te raconte la suite de l'histoire entrepreneuriale. Continue. Et donc, en fait, ça, c'était printemps 2007. Donc, Sanjay sort et Sanjay accepte de sortir. Ouais. Et donc, moi, j'avais 2 options. C'était soit reprendre ses parts et trouver un partenaire indien local, associé ou pas, pour tout opérer tout seul, soit trouver un autre associé. Et en fait, donc, on était 2 acteurs sur ce petit marché. Et il y avait donc mon associé Alex Lebehan, qui est devenu mon associé pendant 10 ans, qui avait déjà un peu plus d'ancienneté opérationnelle et qui avait un département moto au sein d'une agence de voyage généraliste qui s'appelle Shanti Travel. Basé en Inde, basé en France? Basé en Inde, okay. Agence locale. Et donc je le contacte et je lui dis écoute, toi tu as l'opérationnel en main, ça a l'air top. Et moi j'ai un concept en main qui est celui d'une agence spécialisée qui est plébiscitée par les motards. Et en plus j'ai 2-3 groupes sous le coude. Je dis, je pense qu'il faut qu'on discute parce que de mon point de vue, en plus, on était vraiment pas cher au tout début. Bon, on n'avait pas vraiment d'expérience. Et je lui dis, je pense que on va avoir beaucoup d'évangélisation à faire sur ce marché pour que ça se développe. Et donc, on aura besoin d'un minimum de budget marketing, quoi. Et je pense que le fait qu'on soit 2, machin, je pense qu'on n'est pas bien positionné, quoi. Et qu'ensemble, on sera plus fort que chacun de notre côté, quoi. Et il m'a dit, Banco, on se rencontre. On a pris un café à Paris. Et quasiment 15 jours plus tard, on se tapait dans la main. Okay. Et on est resté associés à 50-50 pendant 10 ans. Et donc ce premier groupe? Et bah donc en fait, ce premier groupe, c'est pas si clair parce que lui, il avait déjà des groupes bookés sur cet été 2007. Ouais. Et donc en fait, le tout premier client vintage booké, finalement, c'était un mec qui s'est mis sur un départ garanti comme on le fait aujourd'hui, mais qui a rejoint un groupe préconstitué par Shanti. Par Shanti. Ok. Voilà. Ok, hyper intéressant. T'as jamais levé de fonds? Non, on n'a jamais fait de levée de fonds. Pas sur Vintage en tout cas. Pas sur Vintage. Ouais. T'as jamais fait de levée de fonds sur Vintage, c'est-à-dire que tu es en fonds propres depuis le début, ça veut dire que tu as généré des bénéfices ou en tout cas un résultat positif suffisamment tôt pour pouvoir soutenir la croissance de la boîte. Absolument. En fait, je pense que l'Inde m'a énormément aidé pour ça. Et après, je pense que j'ai aussi certains coups de chance, tu vois. Mais la première chose, c'est que j'ai autofinancé, donc j'ai fait des petits jobs, livraison de pizza, traduction, des petites conneries pour financer, premièrement. Deuxièmement, en Inde, tu peux vivre avec extrêmement peu. Et si tu t'adaptes au mode de vie local, en fait, tu peux être très heureux avec très peu. Donc moi, j'étais jeune. Au début, j'ai découvert l'Inde sur un campus où la vie coûtait vraiment pas grand-chose. Et donc, à chaque fois que je rentrais en Inde, la vie me coûtait pas grand-chose. Moi, j'avais un budget étudiant, quoi. J'avais la chance d'avoir un budget étudiant par mes parents qui me payaient mes études. Et donc, j'avais pas besoin de plus, quoi. Et au contraire, quoi, je vivais le plus chichement possible pour réinvestir tous les euros que je pouvais dans ma boîte. Mais donc, elle était quand même dans le positif dès le début? Dans le début, en fait, c'était un compte courant d'associé. Donc, la première chance que j'avais, c'est les petits jobs que j'ai faits, etc. Et à un moment, j'ai eu un autre coup de bol, c'est que j'ai eu une bourse d'excellence universitaire. Un coup de bol monstrueux.
C'est que j'ai un pote qui me parle de ça un jour, la veille de la fin de dépôt du dossier. Je me dis, bon, allez, tu sais quoi, je vais déposer aussi le dossier. Je pense, bon, voilà, je me sentais pas forcément légitime pour ça, mais je me suis dit, on sait jamais. Donc, j'ai déposé le dossier. Et puis. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Puis, un beau jour, il y a mon père qui m'appelle parce que il avait plus tendance à regarder mon compte en banque plus souvent que moi. Moi, je préférais pas le regarder. Il me dit, Alex, mais c'est chelou, t'as reçu 5 000 €. Qu'est-ce que tu fais en Inde? Est-ce que tu dis quoi? Quoi? Et en fait, j'ai eu 5 000 balles de bourse d'excellence comme ça. Et donc, c'était un énorme coup de chance. Et donc, au final, je me suis retrouvé à 12 000 € de compte courant au plus haut du compte courant de la boîte. Et après, ça s'est inversé, où l'activité a pris le relais. Et ça a permis de rembourser mon compte courant, qui s'est remboursé sur quelques mois, quelques années. Je me souviens plus, ça m'a pas marqué. Mais surtout, quand on a commencé à avoir des tours, on a commencé à avoir des rentrées. Et les rentrées ont permis de payer, les premiers stagiaires. Voilà, mais les frais étaient faibles. Et l'autre chance qu'on a eue, c'est qu'on était incubé du coup dans l'agence Santi Travel. Et donc, on avait des frais. À disposition quand même. On avait une infrastructure, du matériel, des gens, une expérience. Une infrastructure existante. La présence de mon associé Alex Le Béant sur place, c'était énorme au début. C'était quelque chose d'énorme pour nous. Et puis on contribuait aux frais de l'agence, mais qui étaient plus faibles puisque c'était amorti dans une agence plus grosse. Donc du coup, on payait au prorata nos frais. Mais voilà, c'était amorti dans une agence qui tournait déjà. Donc ça nous a aussi aidés. Accélération à aujourd'hui, donc avec Alex Leblanc de Chanty Travel. Pardon. Le quoi? Le Béant. Le Béant, j'ai compris, le blanc. Le Béant, vous lancez, vous accélérez sur l'activité. 15 ans plus tard, alors déjà 10 parce qu'il est sorti au bout de 10, mais tu me raconteras ça tout à l'heure, mais 15 ans plus tard, tu as dit une quinzaine de pays, c'est ça, une quarantaine de personnes plus les guides, 5 millions d'euros de CA, tu es seul aux commandes et tu nous raconteras comment et pourquoi après. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est deux choses, c'est l'offre et la demande. L'offre, c'est les trajets et les guides. On a un peu déjà abordé le sujet, mais on va continuer. Et ensuite, la demande, c'est comment tu as fait pour croître et vendre. Je sais pas, je vois des prix à entre 2, 3, 4 000 euros, mais donc un tour va faire 34 CA. 5 millions de CA, ça veut dire que tu fais 150, une centaine de... On fait entre 150 et 200 voyages par an. Génial. Commençons par l'offre. Tu m'as un peu expliqué tout à l'heure comment on crée ces nouveaux parcours, comment on choisit ces destinations. J'aimerais savoir si tu as un process avec 15 ans de recul maintenant sur ouvrir une nouvelle région ou ouvrir un nouveau pays. Est-ce qu'il y a t'as mis en place des rituels Oui, évidemment. Là, donc, pré-Covid, et d'ailleurs même pendant le Covid, on l'a maintenu finalement, on lançait 2 destinations par an. Donc oui, on a pas mal... Deux destinations, c'est une région dans un pays ou c'est un pays? Non, 2 pays. Deux nouveaux pays. 2 nouveaux pays par an. Ok. Et donc on a pas mal poncé la problématique du lancement. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Donc je pense que la première... après, c'est toujours facile de dire ça a posteriori, mais des choses qu'aujourd'hui je ne referai pas, on n'avait peut-être pas de choix non plus à l'époque, mais bref. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait... Attends, avant juste, qu'est-ce qui drive de nouveaux pays? T'as fait le tour de l'Inde? Ou c'est la demande? Ouais, oui, à un moment, tout simplement, au début, on a lancé en Inde le Ladakh, le Rajasthan, l'Inde du Sud. Puis les gens, ils voulaient revenir avec nous, quoi. Ils ont aimé le concept. Mais ils veulent découvrir un nouveau pays. Juste à un moment, en Inde, on fait jamais le tour de l'Inde. Mais à un moment, ça commence à devenir très très niche, quoi. Tu vois, par exemple, tu parlais de ton père Dany qui a fait l'Odisha. L'Odisha, c'est vraiment niche, mais c'est d'autant plus génial. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ok. Donc oui, les gens avaient envie de découvrir, ils aimaient le concept. Élargir ta niche, comme on le disait en intro, c'est donc 2 nouveaux pays. Et donc, tu as fait toutes les erreurs possibles. Aujourd'hui, ton process, c'est quoi? Alors, élargir la niche, c'est... Ouais, il y a plein de questions en même temps. C'est 2 nouveaux pays et c'est aussi élargir la cible. Donc, c'est 2 sujets. Mais effectivement, un, c'est élargir l'offre. Et donc, oui, aujourd'hui, on est arrivé sur un process... ce qu'il faut, c'est que la destination soit sympa à moto. Donc, c'est avoir une diversité de paysages, un réseau routier secondaire qui soit sympa, des rencontres qui aient du sens avec les locaux. Donc, ça, c'est le premier point. Mais finalement, énormément de pays peuvent rentrer dans ce cahier des charges. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va faire pour amener des motos sur place? Est-ce qu'il y a des motos sur place? Est-ce qu'il y a des Royal Enfield sur place? Est-ce qu'il y a un importateur?
Tu restes en Royal Enfield, quel que soit le pays. Aujourd'hui, on n'est que sur des Royal Enfield. Ok. Est-ce qu'il y a des Royal Enfield sur place donc, et sinon, comment est-ce qu'on fait pour les importer? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est avec qui on les importe. Est-ce qu'on y va en propre ou bien est-ce que... Mais ça veut dire qu'en amont de ce process, tu as déjà validé le pays, validé qu'il y avait un intérêt, validé qu'il y avait des régions à visiter, tout à fait. Vu les parcours. Tout à fait. Okay. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on y va avec un partenaire? Et comment? Voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on va monter des joint ventures avec notre partenaire moto local. Donc, on co-investit avec un partenaire moto local dans un parc de motos. On signe un contrat d'exclusivité avec lui ou un contrat de priorité ou à minima d'exclusivité sur notre marché francophone pour, disons, la partie location moto, parce que ce partenaire local est un loueur de motos. Il vous loue à vous Vintage Rise les motos. Il nous loue à nous Vintage Rise des motos. Ensuite, on trouve un autre partenaire local qui est ce qu'on appelle une agence de voyage locale qui a plein d'autres clients agents de voyage mais plus classiques, qu'on forme un peu à notre métier et on développe avec eux notre itinéraire. On envoie un de nos tour leaders expérimentés sur place pour créer l'itinéraire comme je t'en avais parlé tout à l'heure. Ensuite, on finalise. Tour leader. Ouais. Il y a un poste, on peut être tour leader chez Vintage Ride. Tour leader chez Vintage Ride, okay. Ouais. C'est pas le meilleur métier du monde, ça? Je pense que c'est un magnifique métier. C'est aussi un métier qui demande beaucoup. Mais si on est fait pour le faire, c'est le plus beau métier du monde. Et ça me fait penser à François, qui est notre plus vieux tour leader, qui fait ça chez nous depuis plus de 10 ans maintenant. Et qui, du coup, a peut-être fait 2 fois le tour de l'Afrique et de l'Asie avec Vintage. Son métier, c'est d'aller valider des nouveaux terrains de jeu, quoi. Valider des nouveaux trajets, c'est ça? D'aller valider des nouveaux trajets et après de partager ses créations ou les créations d'autres collègues avec les riders. Et je pense que faire ce métier de tour leader, il faut aimer l'aventure, la baroude, la création de circuits. Il faut aussi aimer le partage. C'est un métier c'est avant tout être au service des autres. Le job d'un tour leader, c'est être au service des riders qui sont derrière lui, faire partager sa passion pour l'aventure, faire partager sa passion pour la moto et faire partager sa passion pour le pays et les gens, quoi, le pays qu'on traverse et les gens qu'on rencontre en voyage. Et tous nos tour leaders ont cette fibre-là, et particulièrement François, auquel je pense, là, qui fait ça depuis 10 ans. Est-ce que... Alors, Alexandre me partageait une anecdote sympa en préparant l'entretien. Il me disait qu'il avait c'est un tour leader à qui il avait proposé d'ouvrir un nouveau pays, enfin d'être le country manager, on va dire. Ouais, mais il préférait faire de la moto. Ouais, c'est juste. Alors c'est pas. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est justement François à qui récemment je me lui ai dit voilà, je pense qu'on a un truc à faire dans telle région. Voilà, ça fait 10 ans que tu es sur la route. Peut-être que tu auras envie de te poser. Pourquoi est-ce que on n'investit pas ensemble justement dans un partenaire local moto, dans un loueur de moto pour Vintage sur une Desti, ce qui te permet d'avoir ton truc, ta boîte. Et je suis très ouvert au deal. Quoi, voilà, c'est un peu comme est-ce que tu veux qu'on en discute et j'adorerais qu'on fasse ça ensemble, et tu pourrais faire ça à la saison pendant 6 mois, puis les autres 6 mois tu continues à guider, et il m'a dit ouais bah, écoute, pourquoi pas à l'occasion, mais tant que je peux continuer à barouder et à changer de pays tous les 6 mois, je continue. T'as validé le pays, t'as validé qu'il y avait des régions à visiter, t'as trouvé des partenaires pour la location de motos, t'envoies un tour leader pour confirmer, disons, les trajets potentiels. Confirmer, affiner, changer. On a toujours des surprises sur place, et le rôle du tour leader dans le repérage est absolument essentiel. Et dernière étape, c'est le commercialiser. La dernière étape, commercialisation. Donc après, on a une équipe de production au bureau qui va affiner le circuit, du coup calculer les devis, et puis ensuite on partage avec notre communauté. Et la communauté est grande puisqu'elle a 15 ans et que tu as beaucoup de réachats. Ouais, on a pas mal de repeats. On a environ, je sais que t'aimes bien les chiffres, on a environ 30% de repeats sur une année, tu vois. Si on fait 1500 riders, si tu fais 1500 riders, en gros, t'as 500 personnes qui viennent de la communauté existante. Qui ont déjà fait un voyage. Ouais. C'est super. Alors, je reste encore sur l'offre. On a parlé du process, du choix des destinations, de trouver les parcours. Il faut ensuite trouver des guides. Ouais. Alors, t'as les tour leaders, mais t'as des guides locaux ensuite. Ouais, alors ça c'est vraiment une deuxième étape. Les guides locaux, c'est avant tout quand même des tour leaders qui sont formés vintage, qui ont déjà de l'expérience, qui viennent pour apporter aussi vraiment cette expertise. Donc, c'est notamment au moins sur la première année, potentiellement sur la première et la deuxième année. Après, quand vraiment... Et ça veut dire que ce François, quand il a ouvert un nouveau pays, c'est lui qui va être le guide ? Ouais, absolument. D'accord, je savais pas ça, moi. Ouais, c'est lui qui va guider au moins la première saison.
et potentiellement la deuxième, la troisième. Et au bout de quelques années, quand on commence vraiment à bien maîtriser les choses, on va commencer à chercher des guides locaux et à former des guides locaux. Voilà. Et aujourd'hui, en Inde, où on a le plus d'ancienneté, on a une majorité de guides implantés sur place. Et d'ailleurs, des guides indiens francophones dont on est très fiers parce qu'ils ont à la fois la culture vintage de l'accompagnement, et on a un accent qui est très fort sur la sécurité. Encadrer un groupe vintage, c'est pas forcément instinctif pour un Indien. Et ils le font super bien, donc on est vraiment content de ces collaborations avec eux. Et puis derrière, ils apportent ils ont un super français, ils apportent leur expérience de vie à la communauté quand ils voyagent avec eux, et ça c'est génial. Je suis en train de réfléchir toujours ce qu'on se dit en intro. Hein, tu es sur un métier un peu niche et ton but, c'est de le faire grandir de manière pérenne, sereine, qualitative. Ces guides, donc une fois que tu es sur une région ou sur un tour, c'est plus le tour leader, mais un guide local qui le fait, tu l'accompagnes un peu ? Il est seul ? Le premier voyage qu'il fait avec un groupe, non, le guide local, il le fait avec. Il en fait au moins deux avec un guide expérimenté. Et comment on a un process de formation qui est quand même assez rodé, quoi. Okay. Donc tu fais au moins 2 voyages avec un guide expérimenté. Après, si jamais t'as pas fait le circuit spécifique, tu vas repérer la totalité du circuit et ensuite seulement tu peux aller guider. Et puis sur son premier groupe, on va chercher à le mettre plutôt sur un groupe facile que sur un groupe difficile. C'est quoi un groupe facile versus un groupe difficile ? Je dirais un groupe de 6 personnes sur une rando découverte. Facile. C'est pas forcément facile, mais on va sentir aussi le groupe au téléphone, on va sentir qu'il y en a qui vont être plus cool. Après, tu as quelquefois des caractères qui sont un petit peu plus forts, et puis des gens qui ont plus d'habitude de rouler, qui ont un niveau plus engagé. Sur un raid aventure où potentiellement la montagne peut s'effondrer, il faut partir sur un itinéraire bis. Gérer les égos, gérer le niveau des riders, gérer les imprévus, ça peut être un petit peu plus compliqué. Après, ça fait partie du métier et c'est comme je dis, les imprévus font partie du voyage et souvent, plus il y a d'imprévus, plus les gens en gardent un souvenir incroyable. Mais c'est là aussi, il faut un tour leader d'autant plus rodé, capé, pour être capable de niveler les niveaux des riders, de faire de la pédagogie à tout le monde, de vraiment de gérer le groupe, quoi. Avoir une intelligence de situation, j'imagine, pour trouver des solutions rapidement. C'est comme dans l'événementiel, quoi. Tu réagis toujours à de... Exactement. Okay. Exactement. Mais c'est exactement ça. Du coup, avec ton recul... Je peux te donner un exemple si tu veux. Je pense que notre voyage le plus dingue, c'est la Frozen Ride. C'est un voyage qui n'était pas censé être un voyage commercialisé, tu vois. C'était pour les 10 ans de l'agence. Je m'étais dit, au bout de 10 ans, j'ai envie de retrouver le piment que j'ai eu quand j'ai traversé l'Himalaya pour la première fois. Donc, il faut faire un truc un peu dingo qui va pas forcément fonctionner. Et donc, on a décidé j'ai souhaité organiser un voyage en sidecar sur un lac gelé en Mongolie, sur le Rouzgoul. Et on a fait ça. Et je me suis dit, pour faire ça, parce qu'après, ça rejoint un autre sujet sur comment élargir la niche. Tu peux faire un voyage de plusieurs jours sur un lac gelé ? Ouais. C'est suffisamment grand pour que... Ouais. Il fait 160 km nord-sud et une quarantaine de kilomètres est-ouest. Donc, c'est un très grand lac et on a 3-4 jours sur le lac. Et après, on part aussi dans la steppe, dans la montagne, sur la piste et tout. Bon, bref. Donc, on a lancé ce voyage qui est quand même assez incroyable pour les 10 ans de l'agence. Finalement, ça a tellement bien marché. On a fait tout un projet média autour avec notamment l'écrivain Sylvain Tesson qui était avec nous sur le voyage. J'allais demander si c'était le lac, mais en fait lui c'était en Sibérie qu'il a passé 6 mois sur un lac. Alors il a passé en fait il y a 25 ans il a déjà traversé le Baïkal à moto. C'est d'ailleurs ça qui nous a un peu donné l'idée de faire le projet sur la Frozen Ride en Mongolie. Puisqu'on avait voyagé avec Sylvain et Thomas au tout début du lancement de la Mongolie, on avait un peu évoqué ce projet. On l'a remis à l'ordre du jour pour les 10 ans de l'agence, mais c'était censé être un projet média en fait, c'était censé être un projet vraiment plaisir pour les 10 ans de l'agence. On a fait un très beau 52 minutes filmé par un réalisateur qui s'appelle Clément Gargoulot autour de Sylvain, de son aventure, de sa vision de l'aventure à moto, etc., qu'on a diffusé, etc. Bon, on était super contents de ce projet. Ouais. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il y a plein de gens qui nous ont demandé de l'organiser. Donc on a organisé ce voyage, sauf qu'un lac, ça gèle, ça dégèle, ça craque, et c'est un terrain pour le moins changeant.
Et Là, François, ils font un donc guide. François a guidé un groupe là-bas. Ok. Et donc, tu as un mois de fenêtre de tir par an. Et ben, il se trouve que sur le deuxième tour, c'était plus possible, quoi. Le lac devenait trop dangereux. Et donc, François a créé En live. la totalité d'un itinéraire dans la steppe autour du lac. Et les gens nous ont fait des retours extrêmement positifs de leur voyage. Et ça, c'est pour te dire, tu vois, ce que signifie un très bon tour leader. C'est aussi pour te dire ce que signifient les aventures, les imprévus font partie du voyage sur un raid aventure. Voilà, ça c'est, disons, l'exemple le plus extrême qu'on pourrait donner. Mais bon, on a déjà eu d'autres tours où l'Himalaya s'est effondré, on peut pas prendre le premier col, on est obligé de rouler au sud au lieu de rouler au nord, hein, quoi, tu vois. Mais bref, ça fait partie du métier, quoi. Parenthèse, je crois que c'est dans les forêts de Sibérie, hein, ce livre de Tesson qui est passionnant. Et il y a un film d'ailleurs qui est sorti, que j'ai vu aussi, qui est vraiment superbe. Je la referme, mais ça a dû être hyper intéressant. Du coup, prenons un peu de hauteur et de recul. Ton enseignement, ton apprentissage, tes insights justement sur faire grandir cette boîte en gérant toutes ces inconnus. Il y a tellement d'inconnus à gérer. Où est-ce que tu t'es pris les pieds dans le tapis? Où est-ce que tu as mis des choses en place qui te permettent d'avancer sereinement? Alors, sur la partie offre, hein, sur la partie tour, humain, guide. Bah, sur la partie humain, guide, offre, en fait, avec du recul, c'est un peu des évidences, mais je dirais qu'il faut d'excellents guides. Il faut très bien les former à la culture de la boîte. Il faut des bons partenaires moto pour avoir des motos en très bon état. Donc ça, voilà, c'est vraiment les conclusions. Et après, c'est comment est-ce que tu fais pour avoir un pool de guides formés, comment est-ce que tu fais pour avoir des motos en bon état. Donc ça, on a créé en fait un département expertise au sein de Vintage Rides. L'expertise, c'est ce qui différencie Vintage d'un tour opérateur classique, quoi, en voiture. Ou tu vois, et donc c'est deux choses, c'est nos tracés, nos guides d'un côté, donc l'expérience guidage, et les motos. Et donc en fait, ce département expertise met en place des procédures et des audits de nos partenaires guides et nos partenaires motos. Du coup, c'est ça qui va faire ta différenciation. Parce que Exactement. Je te posais la question en préparant cet entretien et des barrières à l'entrée. Au final, moi, je peux, si je suis passionné d'Indonésie et que je connais bien Java et ses volcans, faire un tour, trouver des guest house, trouver un partenaire local qui me loue des motos, faire une landing en France, mettre un peu d'acquisition. Tu vois, les barrières à l'entrée, au final, pour faire une petite boîte artisanale dans ton domaine, il y en a pas tant que ça. Est-ce que je dis une bêtise? Non, tu as raison. Déjà, il faut trouver des motos. Il faut qu'elles soient en bon état. Il faut que tu donnes confiance aux gens sur le fait que c'est des motos en bon état et confiance aux gens sur le fait que tu vas effectivement être un bon guide. Donc, ça paraît simple, mais c'est pas si simple. C'est un métier. Donc, je dirais que si tu veux parler des barrières à l'entrée, la première des barrières à l'entrée, c'est notre marque et notre histoire. Nous, on a été les pionniers du voyage à moto. Non, pas du tout du voyage à moto, mais du voyage en Royal Enfield, donc du voyage à moto en Royal Enfield, en Inde, etc. Là, on était vraiment les pionniers. Et donc, on est reconnu par notre communauté de motards comme légitime sur ce segment. Et quand les gens viennent, ils ont confiance en nous. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que la première des barrières à l'entrée, c'est notre historique, c'est notre marque, etc. La deuxième des barrières à l'entrée, c'est ce qu'on véhicule. Nos valeurs, notre mission. Donc, comme je te disais, nous, notre mission, c'est d'inciter un maximum de gens à partir à l'aventure. Parce que pour nous, l'aventure, c'est partir vers l'inconnu. L'inconnu en soi, l'inconnu les autres, et en ressortir grandi. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Ça fait aussi écho à mon histoire personnelle, avant de monter Vintage. Et comme on veut inciter un maximum de gens à partir à l'aventure, que ce soit avec nous ou sans nous finalement. Donc finalement, j'ai envie de te dire, pour répondre à ta question, s'il y a des guides qui ont envie de lancer une petite activité, bah, tant mieux, quoi, super. On a produit, ça fait maintenant peut-être 7 ans qu'on produit des contenus qui sont disproportionnés par rapport à la taille de notre agence, quoi. On a coproduit un documentaire avec Sylvain Tesson un lac gelé au lac Baïkal, voilà. pour une petite agence de voyage. Ouais. Voilà, donc un documentaire avec Sylvain Tesson. On a fait pas mal de sujets dans la presse grand public. En tout cas, on a joué le jeu, donc c'est eux qui nous ont contactés, mais parce que
ils avaient peut-être ressenti en fait qu'on souhaitait véhiculer un petit peu ce why finalement. Donc ça c'est important. On a fait toute une série de documentaires avec Alexandre Debanne, qui est un ancien présentateur télé. Alexandre Debanne. Passionné de moto. Encore un Alexandre d'ailleurs. Encore un Alexandre. Passionné de moto. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, a monté le concept dont tu as parlé au tout début là, de l'entretien. Le Koh-Lanta des Survivors. Le Koh-Lanta des Survivors en concept un peu haut de gamme. Il l'a monté, ça fait 15 ans, ça s'appelle le Raid Amazon et c'est une aventure entrepreneuriale incroyable. Moi, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Alexandre Debanne, si tu veux venir raconter le raid aventure Amazon, c'est ça ? Le Raid Amazon. Le Raid Amazon, sur le panier, tu es le bienvenu. Donc, petit clin d'œil. Mais voilà, donc on a fait 7 émissions ensemble. Et donc voilà, donc, on a vraiment eu à cœur de produire des contenus qui transcendent un petit peu le simple marketing d'une agence de micro-niche, quoi. Super transition sur cette fois la demande. Comment est-ce qu'on arrive en partant de 0 étudiant en New Delhi en 2006 à 200 groupes qui partent chaque année, 1500 riders, c'est ça, tu l'as dit, que tu fais voyager dans une quinzaine de pays sur une trentaine de destinations je crois qu'on a entre 40 et 50 circuits et on est sur 15 pays. Très bien. Les contenus, tu viens d'en parler, c'est important. Le bouche à oreille, j'ai l'impression, est hyper fort. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est comme ça que mon père vous a connu. Ouais. Je pense que le bouche à oreille, c'est 50% de notre acquisition, en fait. Clairement. Un terreau fertile. Hein. Le motard, il parle. Le motard parle, tout à fait. Le motard, il est grégaire, il aime bien le groupe et il parle. Il aime bien le groupe et surtout, il parle quand il a vécu une aventure qui l'a changé et qui l'a fait évoluer d'une certaine manière. Et honnêtement, moi, c'est ce qui m'arrive à titre perso, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait 15 jours sur la terre des Maharajas au Rajasthan et qui ne rentre pas un peu grandi, honnêtement. Parce que d'un point de vue humain, tu vois des choses qui te surprennent. D'un point de vue trafic, déjà, c'est un petit exploit perso, tu vois. Je veux dire, au tout début, t'as jamais roulé dans un pays un peu compliqué. On te dit, vas-y, prends une moto tout seul, va rouler dans New Delhi. Je pense que t'as pas trop envie. Parce que quand tu rentres du voyage au bout de 15 jours, tu t'en sens capable. Rien que ça, déjà, ça te fait réfléchir, quoi. Sur tes blocages perso, sur qu'est-ce qui s'est passé en fait en réalité, pas grand-chose. Mais pourtant, t'as juste suivi un guide, tu vois. En réalité, pas grand-chose. On t'a donné quelques tips et ça s'est bien passé. Donc, déjà, à titre perso. Et puis, le contact que tu as avec ces gens que tu croises. Nous, on va vraiment au fin fond des villages. Notre voyage, il n'est pas compliqué. C'est aller le plus loin possible des grands axes, s'arrêter dans les boui-boui les plus locaux possibles et commander le même thé que tous les locaux. Faire comme eux, s'arrêter, les voir venir nous parler, les voir nous sourire, échanger avec eux. C'est simple, c'est des moments très simples, mais c'est des moments qui font réfléchir quand tu sais que en Inde, tu as un tiers de la population qui gagne moins de 2 euros par jour. Quand tu vois ces gens qui prennent leur douche avec un sourire, mais jusqu'aux oreilles, tous les matins sur une fontaine à eau en extérieur, tu vois. Quand tu vois toutes ces lessives qui sèchent, tu vois cette propreté aussi, quoi. On connaît l'Inde pour sa saleté, c'est vrai, il y a énormément de déchets. L'Inde, c'est tout et son contraire, on peut en parler pendant des heures. C'est sale, c'est vrai, il y a plein de choses sales. Mais il y a aussi une propreté des gens qui est troublante par rapport à leur niveau de vie, etc. Donc, en fait, ça perturbe nos idées reçues. Et ça c'est puissant, quoi. Et je pense qu'en fait, quand tu as vécu quelque chose de puissant comme ça, t'en parles, tout simplement. Et donc, finalement, nous, notre job, c'est avant tout, ce que tu m'as posé comme première question, sécuriser l'offre, être bon sur la logistique. Et après, faire de la pédagogie. Parce que partir en voyage avec nous, c'est accepter les imprévus. Et donc, on doit, 1, être bon sur l'offre, et 2, être bon sur l'accompagnement de nos riders. Pour qu'ils comprennent aussi que on doit accepter un niveau d'imprévu plus élevé quand on va voyager en Inde à moto sur des Royal Enfield, qui effectivement, je t'ai taquiné tout à l'heure, mais quand on s'est lancé en 2006, étaient quand même des bons tracteurs. Qui avaient Oui, mais increvable. Increvable, mais c'est le cas d'un tracteur. Voilà. Mais bref, donc oui, le premier mégaphone, c'est la communauté. Ensuite, la communauté. Donc, ce que tu viens de dire, je résume juste, mais c'est quand même parce que tu as un super produit, une super expérience. C'est comme ça que tu arrives à encourager le bouche à oreille. Tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. Le deuxième point, c'est, je pense, tu vois, cette mission-là, on l'a formalisée pendant le Covid. Moi, j'ai écouté. C'est quoi ta mission? Formalise-la avec les mots. C'est inciter un maximum de gens à partir à l'aventure. Et après, on a travaillé sur notre définition de l'aventure à nous, qui est partir vers l'inconnu et en ressortir grandi. Parce qu'au début, quand j'ai parlé un peu de ça autour de moi, on m'a dit ouais, mais l'aventure, ça rime avec risque, ça rime avec inconscience.
J'ai fait ouais, je sais So pas, what? non quoi. Tu vois, en fait, oui peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Et voilà, je pense que finalement, même l'aventure, ça peut commencer au coin de la rue, tout ça, aller vers l'inconnu. De manière, voilà, c'est juste un moment, prends pas le même chemin tous les jours pour aller au métro. Déjà, tu sais pas, tu vas tomber sur un nouveau vendeur de mangue tu vas passer un bon moment. Non, mais tu vois, ça, c'est bon. Bref, donc pour rester sur disons le marketing et ta croissance, des contenus assez incroyables, beaucoup d'attention à la création des produits pour faire vivre des expériences formidables et du coup inciter au bouche à oreille. tout à fait. Quels sont les autres canaux que tu as utilisés pour qu'est-ce qui a accéléré cette croissance? Donc ensuite, je pense que c'est le produit en fait nous a un petit peu nous a amené vers les médias. Donc on nous a cherché à faire un peu d'RP. Donc déjà on parlait dans la presse moto dans un premier temps. Et puis petit à petit on a été contacté par la presse généraliste. Donc, tu vois, on a fait plusieurs fois le feuilleton du JT de France 2, Turbo, Tomoto, TF1 Reportage, etc. Et je pense que c'est justement parce que, déjà, comme je te le disais en introduction, on véhicule une image un petit peu plus douce de la moto, qui est plus portée sur l'aventure que sur juste cette image un peu d'épinal et souvent fausse, qui est juste faire du bruit et cramer du pneu. Donc ça, je pense que ça interpelle et ça a interpellé les médias et donc on a eu la chance d'être contacté tout simplement. Et ensuite, on a encouragé cette dynamique en finalement nous mettant à produire nos propres contenus. Et donc aujourd'hui, on produit des films, on produit des documentaires, on trouve des sponsors pour nous aider à les produire, pour servir cette mission qui transcende l'agence Vintage Rides finalement. C'est inciter un maximum de gens à partir à l'aventure, pas forcément avec nous. Et c'est pour ça qu'on fait ces contenus-là. Mais je pense que ça engendre, si tu veux, une spirale vertueuse. Ça élargit la taille de notre marché parce qu'on est sur un tout petit marché. On a essayé de faire un sizing. Tu l'as quantifié, ouais. On a essayé de faire un sizing. Alors moi, je suis un peu tombé de ma chaise. Mais on a estimé qu'il y a environ, dans le monde, 20 000 personnes qui voyagent avec une agence de voyage à moto. 20 000 personnes. Et nous, on en fait voyager 1500, quoi. T'as 10% du marché mondial du voyage à moto. Ouais, peut-être plutôt 5 ou tu vois, un peu en dessous de 10, mais c'est juste incroyable, quoi. Donc alors 20 000, ça me semble quand même... C'est hyper faible, mais même si c'est... Mais là, c'est un bottom-up, c'est-à-dire que t'as pris le nombre d'agences disponibles et t'as regardé leurs chiffres. Ouais, j'ai fait des estimations. Il y a combien de motards en France? En France, t'as 1 million de motards. Mais donc, si tu veux, c'est une estimation. Mais même si c'est le double, ça reste tout petit. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un marché en croissance. Tu vois, on estime comme ça qu'il prend 50% tous les 5 ans, quoi. Donc, c'est un marché en croissance pour les raisons qu'on s'est dit en introduction. Les gens sont en quête d'aventure, en quête de liberté, en quête de sensation. Donc, un marché porteur, ouais. Des superbes contenus que vous faites avec des sponsors, du bouche à oreille que vous alimentez avec des super produits. Sur les autres leviers, canaux que vous utilisez, de l'achat média, de l'emailing. Oui, après, déjà travailler sur notre communauté. Donc, évidemment, communiquer avec notre communauté via des mails. Donc, comme tu le dis, mailing, newsletter, faire part de notre nouveauté via des lancements newsletter. Donc ça, c'est le premier truc. Tu m'avais dit 30% de réachat. Tu le pousses, ça, le réachat? Peut-être pas assez. Peut-être qu'on devrait plus le pousser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu d'elles-mêmes. Et je pense qu'on a... Puis il n'y a que 24 heures par jour, quoi. Ouais, puis il n'y a que 24 heures par jour. Et surtout, je pense qu'on a un métier d'un point de vue organisationnel qui est compliqué. Donc on a parlé un petit peu des leçons, mais tu vois, comment on fonctionne aujourd'hui pour lancer des destis, comment est-ce qu'on crée des beaux circuits. Donc ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de travail en opérationnel derrière. Et puis opérationnel terrain, quoi. Quand tu gères des imprévus sur la route, tu as le tour leader qui doit assurer, mais tu as le bureau qui doit assurer aussi. Donc bref, voilà, le premier focus, c'est quand même l'opérationnel. Ce que j'entends là, à travers ce que tu dis, c'est que la croissance, oui, pas effrénée, parce que c'est un métier qui est compliqué et qu'il faut assurer les process et la qualité de service. Hein. C'est qu'il y a une priorité, c'est de structurer la boutique et d'assurer la qualité des services. Ceci étant dit, tout ça pour arriver sur quand même ta question, oui, on fait aussi un peu d'achat média, on fait un peu de pub Facebook, on fait un peu de pub Google... et ça fonctionne. Mais c'est pas notre priorité, mais ça fonctionne. Qu'est-ce qui a été le plus moteur de croissance pour vous, le plus driver de croissance? La communauté et le bouche à oreille. Ok, depuis le début. Depuis le début, ouais. Donc il n'y a pas d'opération forte. Vous avez jamais fait pub, je sais pas, hors ligne non. Dans un magazine moto Non. Ok. On fait du média dans les magazines moto. Tu te fais accompagner pour le média?
Est-ce que tu as une agence pour le PR? On n'a Les pas relations d'agence PR. Ceci étant dit, on a une fois fait une collaboration avec une agence RP, une fois. Et c'est grâce à cette agence, si je me trompe pas, c'était il y a longtemps, qui s'appelle Miss Blabla. Donc il me semble que c'est ça, qui nous a présenté Sylvain Tesson, donc qui est depuis quelqu'un avec qui on a fait des super projets. Donc, Il est motard? Il est motard, ouais, bien Ok. sûr. Donc merci à elle. Hein. Et c'est grâce à cette agence qu'on a fait peut-être le premier ou le deuxième sujet de l'agence dans le Figaro Magazine avec Sylvain, tu vois. Donc ça nous a quand même pas mal aidé. Mais c'est la seule fois où on a fait une collab de 2-3 mois avec une agence RP. Super, ça fait 1 heure qu'on se parle. Le temps passe incroyablement vite, mais ça nous fait voyager. Et franchement, après 1 an de Covid, là, moi qui aime beaucoup le voyage, et surtout que, chers auditeurs, j'ai une petite anecdote personnelle, mais on n'a pas beaucoup. Bon, j'étais un grand voyageur avant d'avoir des enfants. Quand tu as des enfants en bas âge, tu as moins tendance à prendre un sac à dos et un aller-retour sans aucune réservation pour l'autre bout du monde. Et là, on s'était dit l'année dernière, allez, cette fois, on s'y remet. Putain, le Covid, nous. Décalé d'1 an, mais là ça me manque et ça me démange de partir à l'autre bout du monde avec mes petites gamines, un sac à dos et de voir ce qui se passe. Donc voilà pourquoi on se parle depuis longtemps, le sujet est passionnant. J'aimerais qu'on termine avec des questions plus autour du pilotage de la boîte et de ta gestion. C'est une petite PME, hein, 40aine de personnes avant le Covid, là vous êtes beaucoup moins. Tu as vécu des trucs difficiles, tu passes un CA à 0, j'ai jamais vu ça. Tu as aussi racheté un associé, Alex Le Buan. Alex Le Buan. Tu as structuré la boîte en rapportant le siège en France, Tout à fait, je ne sais pas si c'est le terme. Tu bosses en remote par définition, parce que 40 personnes sur 15 pays, tout à fait. voilà, vous êtes une boîte dont la genèse elle-même est dans le remote, dans le travail à distance. Commençons par le commencement. Pourquoi tu as rapporté le siège en France? Alors, écoute, ça, c'est vraiment une bonne question. C'est le fruit de beaucoup de réflexions pour nous. C'était pas naturel au tout début. Donc, au début de l'histoire de l'entreprise, tu l'as compris, on a créé Vintage Rides en Inde. C'était une agence indienne. Quand on a dû se développer à l'international, la première filiale qu'on a montée, c'est la Mongolie, en 2012, je crois. Et pour nous, c'était évident que c'était notre structure indienne qui allait investir en Mongolie. Déjà parce que c'est notre implantation historique, aussi parce que moi je suis très attaché à l'Inde, et puis il y avait un côté l'Inde nous a donné, c'est légitime qu'on reste en Inde, quoi. C'est pas un enfer administrativement, l'Inde? Si. Okay. J'étais encore naïf à l'époque, tu vois. L'Inde n'avait pas eu raison de mon amour pour elle, et donc on est parti sur la Mongolie comme ça, et puis je crois que c'est 2-3 ans après. Entre-temps, d'autres projets entrepreneuriaux, bon, dont je t'ai un petit peu parlé avant le début de l'émission, mais je commence à me dire justement, c'est un enfer administratif. L'Inde, c'est tout et son contraire, il y a des règles qui se contredisent. C'est extrêmement compliqué d'opérer en Inde. Passionnant, mais compliqué et usant. Et à un moment, je me suis dit là, on commence à avoir un sujet, c'est-à-dire qu'en Inde, tu as vite beaucoup de monde dans une équipe. Et en regardant le truc, on était là, on se disait qu'il fallait qu'on monte aussi une filiale en Thaïlande. On encaissait en Inde, on avait une filiale en Mongolie. Et là, je me suis dit, on va devoir simplifier les choses. L'encaissement en Inde est compliqué. À chaque fois qu'on a un virement bancaire, c'est compliqué. Je pense qu'il faut aussi penser à notre communauté. Ils sont en majorité français ou européens. On a environ 25% de non-francophones, tu vois. Donc ça, c'est un autre sujet d'ailleurs, l'internationalisation. Mais donc on s'est dit, voilà, on va créer une agence en France. Donc c'est à peu près vers 2014, on crée une agence en France et on dit, on va encaisser tous nos riders en France, et ça rebasculera sur l'Inde. Et petit à petit... C'est quand même beaucoup plus simple pour Monsieur Tout-le-Monde de faire un virement en France qu'un Swift ou je sais pas quoi à l'international. Plus simple et plus rassurant, notamment en phase de Covid. C'est-à-dire que nous, maintenant en France, on a une licence d'agence de voyage. Ce qui veut dire on est pénalement responsable des avances que nous payent nos riders avant le voyage. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que chez Vintage, on ne les dépense pas. Elles restent sur un compte en banque. C'est très rassurant, sachant que je pense que la majorité des agences à destination utilisent les avances pour les réservations du voyage. Les réservations, etc. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et surtout, il y a des garanties, c'est-à-dire que quand bien même on l'aurait fait, si jamais l'agence va mal, tu as des contre-garants qui garantissent les clients. Bref. Et du coup, dans cette démarche de rapatriement... Dans cette démarche,
là, à ce moment-là, je fais un constat. Je fais putain, on a le chiffre d'affaires d'une TPE, on devait faire 2,5 millions, tu vois, en 2014, j'en sais rien à peu près, peut-être 2 millions. Chiffre d'affaires d'une TPE, le staff d'une PME, on devait déjà être une petite trentaine, et sans compter nos guides freelance, mais qui sont très, tu vois, qui bossent beaucoup avec nous, etc. Ils font partie de l'équipe. Donc, quand même pas mal de monde à gérer. Et la complexité d'une multinationale, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut des gens qui gèrent une filiale en Mongolie, une filiale en Thaïlande, une filiale en Inde, une filiale à Paris. Et même si intellectuellement, quand tu prends les sujets, tu te dis à chaque fois, pris séparément, c'est pas sorcier. Mais quand on fait la somme, bah si, ça devient compliqué, quoi. Avec voilà. Et donc, et là, moi, j'ai commencé vraiment à me dire, il faut simplifier les choses. Et c'est un cheminement qui a abouti en 2019. Et donc, fin 2019, donc été 2019, fin 2019, je crois que c'est septembre qu'on fait l'annonce à l'équipe, 15 septembre. On décide de rentrer en France, mais d'un point de vue vraiment opérationnel. Et donc, on a décidé de faire passer l'Inde du rôle, entre guillemets, de siège de l'entreprise à celui de bureau opérationnel local, bureau d'expertise locale pour vraiment apporter de l'expertise sur la gestion des tour leaders et gestion des motos, comme je te l'expliquais tout à l'heure, et que notre siège soit en France. Et donc c'est pour ça que entre septembre 2019 et mars 2019, on avait recruté une grosse dizaine de personnes sur Lyon. On s'est installé à Lyon. Septembre 2019 et mars 2020. Et mars 2020, juste avant le Covid. Ouais, excuse-moi. Okay. Juste avant le Covid, on avait recruté une grosse dizaine de personnes à Lyon et on a décidé d'installer notre siège à Lyon, justement pour simplifier notre modèle organisationnel. Pourquoi Lyon ? Pourquoi Lyon ? Parce que je voulais pas installer la boîte à Paris. Je trouve que déjà, Paris, la vie est très chère, donc je voulais qu'on soit en province. Le voyage, c'est une activité où les marges sont quand même faibles, et donc les rémunérations aussi, je pense que c'était important. Quelles sont les marges dans l'industrie ? Dans l'industrie, c'est entre 20 et 30%, tu vois, pour un tour opérateur. De marge ? De marge, ouais. Ok. De marge brute. Et donc... oui, c'est-à-dire qu'en net, tu tombes à 0 et 10, quoi. En net, dans l'industrie, tu es plutôt entre 0 et 5, ouais. Ok. Voilà. Et donc, parce qu'après, évidemment, il faut payer les équipes, le boulot, etc. Et donc, on a décidé d'implanter la boîte à Lyon pour simplifier notre modèle. Et en parallèle de ça, donc le bureau indien devenait juste une filiale de contrôle qualité et de mettre en sommeil nos autres filiales. Donc mettre en sommeil la filiale thaïlandaise, mettre en sommeil la filiale mongole. Pour être géré opérationnellement depuis l'Inde. Pour être géré opérationnellement depuis Lyon. Depuis Lyon. Depuis Lyon. L'Inde ne gère plus que l'Inde aujourd'hui. L'Inde ne gère plus que l'Inde. L'Inde ne gère plus que l'Inde. Tout le reste est géré à Lyon. Okay. Et sur place, au lieu d'avoir des filiales en propre à 100%, on a des partenariats stratégiques avec des acteurs locaux ou des associés. Parce comme je te le disais, on a tendance à investir dans ces partenariats stratégiques, dans ces partenaires expérience, comme on les appelle. Compliqué de rapporter la boîte ? Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus... Le plus dur, c'était de ramener les équipes. Parce que nous, on avait une équipe en grande partie francophone en Inde, à qui on avait, je ne sais pas si c'est promis, mais en tout cas, on leur avait offert. On a été tapé dans la main en disant, voilà, tu vas vivre une expérience incroyable en Inde. Et tu vas pouvoir rider les week-ends, aller découvrir l'Himalaya, etc. Et là, on leur dit, en fait, donc, c'était des ça Français reste ou des Indiens ? Alors, il y avait des Indiens et des Français. Donc, et tu as fait revenir les Français, j'imagine, ou en tout cas, tu peux leur proposer de revenir. Il y a une pour partie les Indiens. des Français qui on a proposé de revenir, effectivement. Ouais. Et donc, il y en a une partie qui a suivi. Il y en a une partie qui s'est dit, pour moi, c'est la fin de l'histoire. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'on avait prévu cette transition sur une année, pour que tout le monde puisse se retourner, que ça se fasse dans la douceur, quoi. Et pour les Indiens, c'est pareil. On avait prévu cette transition sur une année pour que chacun puisse se retourner. Certains. Il y en a qui sont venus. Il y a une collaboratrice indienne là qui est censée arriver début 2020. Génial. Ouais. Tu lui fais son visa, tu gères tout pour elle. Ouais. Un visa de travail et tout. Ouais. On a très envie qu'elle nous rejoigne à Lyon. Voilà pour le rapprochement. Le remote, du coup, vous avez toujours un peu, ça a toujours été dans l'ADN ? Ouais, ça a toujours été dans l'ADN. Surtout que moi, quand j'ai cofondé la boîte au tout début, après j'étais étudiant en France, quoi. Donc le remote a toujours été là et je gérais en parallèle de mes études les équipes de vente, donc qui étaient c'était surtout au début des stagiaires ou des tout jeunes employés en Inde. Donc oui, le remote a toujours été dans l'ADN. Donc on a l'habitude moi j'ai l'habitude de beaucoup déléguer. Donc ça fait vraiment partie du modèle. Ceci étant dit, il y a des moments où vous vous retrouvez. Quels sont tes rituels de manager ? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on est en telle transformation
qu'il n'y a pas vraiment de rituel arrêté. C'est Vintage Rides. Vintage Rides, société, ouais. Vintage Rides, on est en telle transformation encore en ce moment que voilà. Mais justement parce qu'on a énormément vécu le remote, qu'on a vécu cette complexité de gestion d'entreprise, à avoir des filiales dans 4 pays, des staffs dans 4 pays, de la gestion remote sur 4 fuseaux horaires différents, tout en étant en relativement forte croissance, puisqu'on a toujours fait 15 à 20% de croissance en moyenne tous les ans, que j'ai décidé de mettre... on a décidé avec l'équipe, parce que c'était un vrai brainstorming, on s'est fait accompagner sur cette réflexion, on a décidé de tous d'installer le cœur de l'entreprise à Lyon, pour qu'on soit justement tous ensemble et beaucoup moins en remote. Et qui va un peu à contretemps de tout ce qu'on entend dans les médias, etc. sur on entend Covid. On entend des conneries. Alors, il faut des lieux de rassemblement. Non, mais le remote et le télétravail, c'est très bien, mais il faut des lieux de rassemblement. Il faut garder de l'ADN, de la culture, du partage, de l'échange. Je pense que tout modèle peut fonctionner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'expérience Vintage Rides, on a aussi touché les limites du remote. Et le full remote en croissance, la croissance implique la conduite du changement, avec de l'international à des fuseaux horaires différents, c'est extrêmement compliqué. Ça, je peux te le garantir. Par un peu de remote, sans doute, et ça restera sans doute dans l'ADN. Mais là, c'est vrai qu'on a plus une envie de tous se retrouver à Lyon. On a fait un beau bureau, on y est bien. C'est plus le focus du moment. Comment tu fais pour que tes tour guides, tes guides, qu'ils soient free ou interne, et puis les tour leaders, comment tu fais pour les garder dans l'esprit, l'ADN C'est une très bonne question. Je ne pense pas avoir la réponse tranchée. Je pense que c'est une question d'expertise. C'est une question, ça fait partie de l'expertise. Comment tu fais pour entretenir tout ça ? Déjà, on a un responsable qui s'appelle Mathias, qui est responsable de l'expertise et qui garde le contact avec eux et qui fait justement ce trait d'union entre ce qui se décide au bureau et ce qu'on a envie de retrouver sur la route. Après, la clé, les tour leaders, c'est des gens qui aiment rouler et qui aiment partager. La clé pour les garder dans l'ADN, c'est de les envoyer sur des super destinations, rencontrer des gens hyper sympas et de leur permettre de continuer à faire ce qu'ils aiment, quoi. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Après, le reste, c'est les tenir informés, essayer de se voir le plus souvent possible. Mais c'est sûr que c'est pas simple de se voir tous ensemble quand ton équipe de tour leader, par essence, elle est répartie aux 4 coins du monde. Tu as réussi à quantifier combien te coûte d'ouvrir un nouveau pays ? C'est compliqué. Alors... Je l'ai fait plusieurs fois. Une nouvelle destie, comme tu dis. À chaque fois, ça dépend si on investit dans le parc moto ou pas. Si on investit dans le parc moto, ça peut nous coûter 70 000 euros, tu vois. Si on co-investit dans le parc moto, si on investit tout, ça coûte plus cher que ça. Si on co-investit, ça 70. Si on n'investit pas, on est plutôt sur 20 ou 30 000. Okay. Et combien de temps avant de vendre ? Entre le moment où tu dis tiens, je vais ouvrir la Mongolie et le moment où tu as vendu la Mongolie ? Alors, Mongolie, peut-être un mauvais exemple, je sais pas quel... Une année, je pense. En fait, c'est pas tellement le... Je pense le Rwanda, c'est ce que le Rwanda, ça s'est passé assez vite, c'était 6 mois. Ok. 6 mois. Assez vite. Ouais. Mais donc, tu investis... On pourrait aller plus vite, mais si tu veux... Alors, en fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de l'investissement et il y a le sujet de la communication. C'est qu'après, on a une roadmap de lancement. Comme on était quand même sur un rythme à lancer 2 pays par an, quand tu as une nouvelle opportunité qui arrive, une nouvelle rencontre, un pays qui a l'air incroyable, nous on est un petit peu tout de suite surexcités, mais on peut pas tout faire en même temps, quoi. Du coup, tu as plus de réachats sur les nouvelles destinations. Je me rends compte en la posant que la question est débile. Tu as des gens qui réachètent les mêmes trajets, qui refont le rajoutant. Bah écoute, il y a des gens qui refont les mêmes trajets. Okay. C'est des exceptions. Okay. Mais il y a des gens, en fait, mais une de nos valeurs fortes, si tu veux, c'est le partage. Et je pense que quand tu as vécu quelque chose de très fort et quand tu es toi aussi habité par cette valeur du partage, tu vois, t'as quelquefois envie de le partager avec tes amis. Et en fait, il y a des gens qui reviennent avec d'autres potes parce qu'ils ont envie de le revivre, mais qui ont envie de le partager avec d'autres amis. Et donc, ça arrive. Je trouve ça intéressant. T'as une notion, du coup, pour rester sur le réachat, de combien te rapporte un client content ? On n'a jamais chiffré ça, pour être honnête. Je pense que c'est des choses, typiquement, tu vois, ça fait partie un petit peu de ce que tu parlais quand tu parlais des canaux d'acquisition, etc. C'est des choses qu'on pourrait plus pousser. Aujourd'hui, on a quand même gardé le focus principal sur l'opérationnel et la réorg, qui honnêtement a été un gros chantier 2018-2019. Tu vois, quand je t'en parle comme ça peut-être, je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, c'est beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui. Une agence à Lyon, des partenaires expérience à destination. Voilà, c'est simple. Mais pour arriver à ça, vu d'où on partait, c'était très compliqué. Donc, on s'est vraiment focusé là-dessus. Et je dirais que là, pour 2021 et 2022,
on va beaucoup plus creuser ces questions de long-term value du client, etc. Voilà. Donc voilà, je pourrais pas te répondre comme ça du tac au tac. Ce serait des bêtises. C'est marrant parce que j'ai le sentiment, alors je reparle de l'expérience de mon papa, Danny, il a dû se greffer à des groupes au début par du bouche à oreille, puis s'est constitué un noyau. Alors il a ramené des potes qui étaient français qui partaient avec lui, mais il repart avec des gens qu'il a rencontrés en voyage et il se crée une sorte de noyau qui... Ouais, tout à fait. Je pense que vraiment, moi, c'est presque quelque chose qui m'a un peu surpris. C'est-à-dire, c'est surpris pas dans le sens où je pensais pas que ça se passerait, mais juste que je l'avais pas du tout pensé comme ça. Ce qui est le partage a toujours été dans nos valeurs fortes assumées, dans le sens partage rencontre avec les locaux. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que c'est au moins aussi fort avec les autres participants avec qui nos riders partagent une expérience forte. Et en fait, c'est assez logique parce que c'est des gens qui sont attirés par la même passion de la moto, la même passion de l'aventure, qui traversent des situations plus ou moins surprenantes, plus ou moins galères, et qui du coup créent des liens hyper forts. Et du coup, il y a presque un côté, alors ça paraît pas un peu antagoniste, mais un petit côté Club Med, quoi. Mais dans le sens, le Club Med aventure, quoi. Les gens, ils viennent, ils se disent, je m'inscris seul à 2, à 3, et puis en fait, ils rentrent, ils ont 10 meilleurs amis pour la vie, quoi. Et qui partagent des valeurs hyper fortes, et ça, c'est cool, quoi. Génial, tu l'as bien résumé, je trouve. Allez, dernière question, puis après on arrête. Je suis désolé, chers auditeurs, hein, les épisodes sont parfois très longs, mais ils sont passionnants. Tu as lancé la boîte avec Sanjay au tout début. Ouais. Ensuite, tu l'as remplacé. Tu l'as racheté ses parts. Alexandre Alexandre Lebehan lui a racheté ses parts au nominal. Pour être très précis. Au nominal. Il est resté 10 ans, Alexandre. Et puis un jour, tu t'es dit que tu aimerais bien. Que peut-être vos. Ouais, en fait. chemins allaient se séparer. Je pense que. Donc, on a vraiment co-géré l'agence pendant 5 ans. Au tout début, Alex avait d'autant plus d'impact qu'il incubait la structure, qu'il apportait vraiment l'assise opérationnelle. Donc, il nous a énormément apporté sur le début et je lui en suis toujours aujourd'hui extrêmement reconnaissant. Et par la suite, c'était peut-être vers 2011, je me suis installé à plein temps en Inde, j'ai vraiment pris les rênes de la boîte à 100%. Et voilà, donc je pense que j'ai de plus en plus, tu vois, incarné l'entreprise. Et 7 ans après, peut-être ce retour vraiment à plein temps, je pense que j'avais envie d'être 100% autonome, quoi, tout simplement. Et donc, on a entamé des discussions. Mais vous étiez alignés? Alors, pas au tout début des discussions, mais on a fini par trouver un accord, quoi. Non, mais aligné sur la direction à prendre, pas forcément le contenu de l'accord. Ouais, ça a été... C'est une question, il y a un point d'interrogation, pardon. Non, mais si tu veux... on a mis un petit peu de temps à s'aligner. Je dirais qu'on a pris un coach, en fait. On avait un coach en qui on avait confiance. On était tous les deux conscients que rentrer dans ces discussions, ça allait être aussi du passionnel, parce que je pense que quand tu montes une boîte, il y a beaucoup d'émotionnel qu'on sous-estime. Ça paraît toujours simple de l'extérieur. Ouais, c'est un bout de papier, c'est une stratégie, machin. Sauf qu'en fait, une boîte, c'est un bébé. Ouais. Et c'était notre bébé à tous les deux. Et moi, ce que je demandais, c'est que ça devienne mon bébé à moi. Et donc forcément... Mais ça, il pouvait l'entendre? Ouais, il pouvait l'entendre, mais c'était pas pour autant des discussions faciles, ni pour lui, ni pour moi, parce que ça mélangeait plein de choses différentes. Et donc, je pense qu'on a eu tous les deux l'intelligence, déjà l'honnêteté de se le dire, d'être franc l'un avec l'autre et de rester dans un process constructif par rapport à l'entreprise. On n'a pas parlé à nos collaborateurs jusqu'à ce que ce soit fait, et de continuer. Comme moi, j'étais au manage, j'ai continué à bosser. Comme si de rien n'était dans toute cette dynamique. Et en parallèle, en fait, on avait un coach qui était excellent et qui nous a aidés à trouver le bon deal. Et moi, s'il y a un enseignement que j'ai là-dedans... Le même coach. Ouais, le même coach. Donc, c'est pas un coach, c'est presque un arbitre ou un... Ouais, un médiateur, je sais pas, tu vois. Ouais. C'était notre coach business par ailleurs sur d'autres sujets, donc il nous connaissait bien et ça nous a énormément aidé. Parce que je pense que c'était des sujets difficiles et que même quand on veut être honnête, et je pense que c'était quelque chose qui nous habitait tous les deux, de trouver un deal honnête, par définition, vu qu'il y a de l'émotionnel, c'est compliqué. Et donc on avait cet intermédiaire qui s'appelle Rohit, qui est un ami aussi d'ailleurs à nous deux par ailleurs, et qui nous a beaucoup aidé à trouver le bon deal. Rohit, c'est un prénom? Ouais, Rohit, c'est un prénom indien. Ok. Ouais. C'est un indien? Ouais, c'est toujours un indien. C'est toujours un indien.
Excellent. Et qui vous connaissez depuis longtemps, j'imagine. Ouais, qui nous connaissaient tous les deux depuis quelques années. Ouais. En pratique, vous aviez 50-50 ? J'en sais rien. Enfin, il y a une répartition du capital. On avait 50-50. J'avais pris un petit peu de part en plus dans le cadre de ce process de discussion, mais grosso merdo, on était à 50-50. Ouais. Donc, c'est la boîte qui lui rachète ses parts ou c'est toi qui lui rachètes ses parts ? Alors, ça, ce qu'on a fait, c'est ce qui s'appelle une réduction de capital. Donc, en fait, c'est la boîte qui lui a racheté ses parts. Enfin, bon, il y avait deux choses. C'est que d'une part, la boîte, on était en train de réorganiser notre groupe. Donc là, je t'avais donné un petit peu le groupe, bébé groupe. Je t'avais donné un peu l'histoire avec nos petites filiales partout. On était en train de racheter de l'Inde avec la France. Donc là, c'était notre grosse filiale. Donc là, il y a un premier mouvement financier qui est rentré dans le deal. Voilà, pour sa partie des parts. Il y a eu un deuxième mouvement financier qui a été une réduction de capital. Donc c'est l'entreprise qui rachète les parts de l'associé Alex Lebrun à 50% et que j'ai financé par de la dette sur laquelle, j'ai dû mettre ma garantie personnelle d'entrepreneur. Donc ton nombre de parts dans Vintage Rise n'a pas changé, mais sauf qu'au lieu de représenter 50, il représente 100. Exactement. Et la boîte s'est financée avec de la dette. Exactement. C'est facile d'aller chercher de la dette pour ça ? Vu que la boîte était historiquement rentable, on a réussi à chercher de la dette. Avec ta banque historique ? Avec ma banque historique, mais pas si facile que ça, parce qu'au tout début des discussions, moi, j'avais c'était un des trucs qui était pas simple pour moi, c'était justement de chercher de la dette. J'ai toujours eu, j'ai jamais eu de dette en fait dans l'histoire de Vintage, j'ai pas levé de fonds, et donc passer le cap d'aller chercher de la dette, c'était difficile pour moi, et encore plus de la dette avec de la garantie perso. Et sachant que c'est quand même des montants significatifs, quoi. Comment est-ce qu'on valorise ? C'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué de valoriser ce type d'entreprise parce qu'il y a une partie où elle est en pleine réorganisation, donc extrêmement dépendante de moi en tant que fondateur actif, quoi, et gérant. Donc ça, c'est une partie de la valo. Et après, tu as des multiples. Tu as des multiples classiques. Des agences comme ça, ça vaut aux alentours de 0,6 EBITDA dans le travel, quand c'est très dépendant du fondateur. Après, tu as des choses qui font monter ou baisser les valos. Si 0,6 EBITDA, t'as dit ouais. Non, pardon, 0,6 marge brute. Okay. Les deux gros indicateurs qu'il faut avoir dans le travel. Donc, ce que tu disais, 20 à 30% selon dans le secteur. Exactement. Donc, c'est entre 0,6 et 1,2 marge brute, tu vois, pour des tours opérateurs, des petits tours opérateurs en fonction de plein de critères. Ce qui la valoriserait aujourd'hui à 1 million environ ? Vintage, non. Bah, tout dépend du multiple. Oui, ouais, okay. Tout dépend du multiple, tu vois. C'est là où après c'est des discussions, c'est toujours pareil, quoi. Tout dépend qui rachète, tout dépend dans quel cadre, etc. Mais en gros, tu es entre 0,6 et 1,2, 1,5 marge brute, tout dépend, tu vois. Puis après, bref, tu as pas mal de critères, mais ça donne un premier benchmark. Tu as tout un asset immatériel qui est ton historique, ton réseau. Ouais, bien sûr. Ta notoriété sur le marché. Bien sûr. Okay. Et le deuxième benchmark qui peut être utile, c'est entre 3 et 7 EBITDA dans le travel, en fonction de plein de critères. Et donc, tu fais un peu le mix de ces critères, okay. Et que tu pondères avec l'état de la boîte, etc. Donc, voilà, on a utilisé tout ça. Et puis surtout, on s'est fait accompagner, quoi, parce que c'était une discussion passionnante, mais qui a par moments été intense et qui s'est bien terminée. Et vous êtes mis d'accord. Voilà. Allez, je crois qu'on va battre des records. Je pense que c'était avec Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule que j'ai fait l'épisode le plus long à date, mais on n'est pas loin de ça. Moi, j'espère qu'il vous plaît, chers auditeurs. J'ai une dernière question, promis, après j'arrête. On le croise en ce moment sur des missions de conseil où on accompagne des clients qui ont des boîtes depuis un bout de temps et qui ont peut-être envie de passer le relais, qui ont perdu le feu sacré. T'as toujours le feu sacré ? Ça fait 15 ans. J'ai l'impression que t'es toujours aussi passionné. Est-ce que tu... Alors, ouais, moi, je sais pas si c'est le feu sacré, mais en tout cas, j'adore ma boîte. J'adore mon activité. Et honnêtement, je pense que le Covid a été une phase dure, bien sûr, parce qu'on a traversé une phase difficile, même si on l'abordait, je pense, plus sereinement que pas mal d'acteurs du voyage, grâce aux réserves qu'on a mis de côté, à notre historique. On a eu un PGE assez facilement, etc. Donc, plus simple que d'autres, mais c'était quand même pas simple de traverser cette phase. À 0 de CA du jour au lendemain, quoi. Exactement. Mais je garde vraiment cette énergie pour cette boîte parce que je trouve que notre mission a énormément de sens. En fait, la mission de la boîte, c'est ce qui m'est arrivé à titre perso, quoi, finalement. Moi, je suis parti à l'aventure, j'ai découvert la moto pour partir à l'aventure et ça m'a énormément apporté. Et donc, ça me parle beaucoup et donc, ça me pousse à vouloir partager
partager ça avec un maximum de gens. Et ça tombe bien, c'est la mission de Vintage, quoi. Donc ça donne vachement de sens à ce que je fais au quotidien. Et ça me porte, quoi. Et puis après, d'un point de vue plus égoïste, chaque fois que je pars sur une nouvelle Desti, je prends mon pied, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est du kiff. Alexandre, merci Alexandre, il y en a eu beaucoup dans cet épisode. Merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant et puis ça nous fait prendre l'air, c'est bien et c'est nécessaire surtout. Merci Laurent, j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé tout le monde avec des sujets moto. Non, je pense pas, mais je retiens, on retient quand même pas mal d'enseignements de cet épisode, mais surtout l'importance de cette mission que tu avais de manière un peu informel, que tu as formalisé durant le Covid, mais partir à l'aventure pour en ressortir grandi, faire des produits ultra quali, engager, promouvoir le bouche à oreille de par justement l'expérience que vous offrez à vos clients, et ça c'était hyper intéressant. Merci. Merci Laurent. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous le voyez, je pense, de plus en plus, mais les catch-up vont devenir plus fréquent, et j'espère que ça vous plaît et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut Alex. Salut Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.